Radio Shalom, le journal vous est présenté par Bernard Abouaf. Bonsoir à tous, nouvelle journée de violence et de tirs de missiles au Proche-Orient. Kiryat Shmona, l'une des villes israéliennes du Nord, a vu un missile tomber sur une habitation faisant 4 blessés. Par ailleurs, un fragment de missile iranien a touché une raffinerie à Haïfa. L'armée israélienne affirme avoir mené plus de 8500 frappes en Iran depuis le début de la guerre. Donald Trump a déclaré qu'il avait demandé à Benjamin Netanyahou de ne plus viser les infrastructures énergétiques en Iran. Il dit oui, c'est vrai, je lui ai dit de ne pas faire ça et il ne le fera plus. Déclaration dans le bureau ovale qui vise évidemment à faire chuter les prix du pétrole qui sont en train de s'envoler. Washington muscle son soutien au Golfe tout en écartant un déploiement terrestre, contrairement aux informations qui ont beaucoup circulé ces dernières 24 heures. Washington n'envisage pas d'envoyer des soldats au sol. Les États-Unis renforcent cependant leur posture stratégique au Moyen-Orient et ils livrent de nouveaux armements, notamment aux Émirats arabes unis et au Koweït. 4 femmes palestiniennes ont été tuées après un tir de missile iranien dans la région de Hébron, à Hebron. La 4e femme, qui était enceinte de 6 mois, est décédée aujourd'hui, au lendemain de la chute de fragments de missiles qui sont tombés sur un salon de beauté dans la localité de Beit Awa. On part pour Jérusalem où l'on retrouve notre correspondant permanent Richard Darmon. Bonsoir Richard. Bonsoir et shalom. Richard, on a le sentiment que les Iraniens sont en train d'internationaliser le conflit. Alors c'est vrai que c'est pas nouveau non plus. Mais là, vraiment, les dernières informations qui nous viennent du Golfe montrent que les Iraniens veulent transformer en fait le conflit face aux Américains, aux Israéliens, une véritable guerre pétrolière. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train de régionaliser le conflit ? Oui, c'est déjà le cas dans les faits, puisque dès la semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères iranien, Araghchi, avait eu cette phrase lapidaire qui en disait long sur le plan iranien. Il avait dit le détroit d'Ormuz est ouvert, mais il est fermé pour nos ennemis. Fin de citation. Ce qui voulait dire que, en fait, les Iraniens avaient prévu d'ouvrir cette nouvelle phase de la guerre qui se transforme en guerre énergétique et pétrolière. Tout simplement parce qu'à défaut de pouvoir riposter aux armadas ennemies israéliennes et américaines, eh bien, les Iraniens ont choisi de frapper le portefeuille, si je puis dire. Et effectivement, en fin de semaine dernière, ça a un petit peu redescendu, mais ce switch pétrolier a fait que le prix du baril de pétrole qui était à $80 est passé à $105. Il a un petit peu redescendu depuis. Et puis surtout, ça a eu comme effet de faire monter les prix de l'essence aux États-Unis d'environ 25%, ce qui est assez énorme. Alors, il faut dire que, et c'est paradoxal parce que seulement 1% du pétrole consommé aux États-Unis passe par le détroit d'Ormuz, mais c'est plutôt une réaction psychologique. Alors, de plus, il y a eu depuis donc, le début de la guerre, mais surtout ces derniers jours, des bombardements intenses des installations pétrolières et énergétiques aux Émirats arabes unis, au Bahreïn, au Qatar, en Arabie saoudite. Et il faut savoir aussi, pour comprendre un peu cette stratégie iranienne, que l'Iran s'était déjà conduit de manière voyou au détroit d'Ormuz ces dernières années en ouvrant, fermant le détroit au gré de sa volonté politique. Les gardes révolutionnaires et les canaux pneumatiques rapides des gardes révolutionnaires ont bloqué ce détroit, cette voie d'eau internationale, à plusieurs reprises. Alors, est-ce que Trump, selon vous, va prendre le risque d'intervenir au sol, notamment dans la région de l'île pétrolière de Kharg, car si l'on en croit Reuters, la Maison-Blanche est en train d'étudier la possibilité d'une intervention terrestre. Oui, c'est pas simplement des bruits d'agence, c'est que Trump qui s'est déclaré, enfin qui s'est montré très dépité, même en colère, par rapport aux pays de l'OTAN, France, Royaume-Uni et Allemagne, qui ont déclaré ces derniers jours qu'il avait appelé non pas à la rescousse, mais dont il avait suscité la mobilisation puisque c'est de l'intérêt général des pays occidentaux que le détroit soit ouvert, a été dépité de voir que la réponse qui a été faite, notamment par le ministre des Affaires étrangères allemand, Boris Pistorius, qui a répondu, lui aussi avec une phrase lapidaire, il a dit « cette guerre n'est pas la nôtre ».
Alors, déjà, dans les faits, Trump a envoyé au fond, si j'ose dire, a fait détruire par l'US Army 100 navires iraniens de tailles diverses, et il envisage il a déjà commandé l'arrivée d'une armada de bateaux de guerre américains qui sont dans le sud-est asiatique et qui se dirigent, qui seront sur place dans une vingtaine de jours, avec si vous voulez, des bateaux de guerre qui sont équipés d'énormes canots amphibies et surtout d'un potentiel de Marines, de commandos américains entre 2500 et 3000 hommes qui pourraient débarquer sur cette île stratégique. Il faut préciser que cette île de Karg, en fait, est le point central des exportations de pétrole iranien, puisque 95% de l'or noir iranien passe par ce terminal. Et donc, je crois que cette guerre à rebondissement, qui est devenue une guerre énergétique et pétrolière régionale, à défaut d'être mondiale, eh bien, elle n'a pas dit son dernier mot, et il semblerait que on s'achemine vers sans doute des événements assez spectaculaires. Richard Damand, je rappelle que vous êtes l'un des correspondants permanents de Radio Shalom à Jérusalem. Je vous remercie. Bonsoir à vous. Bonsoir, à bientôt. Un avion de combat américain a été touché pour la première fois, un avion de chasse qui a été touché par des tirs de défense antiaérienne iraniens lors d'une mission en Iran. Et c'est donc la première fois que Téhéran parvient à atteindre un appareil de l'armée de l'air américaine dans ce conflit, l'appareil qui a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence. Donald Trump a déclaré qu'il avait demandé à Netanyahou de ne plus viser les infrastructures énergétiques en Iran dans un contexte de forte tension. Et les observateurs estiment généralement qu'il s'agit de faire un peu redescendre les prix du pétrole et du gaz, car l'attaque contre les ports et les pétroliers iraniens ont provoqué une flambée des prix. Washington muscle son soutien au Golfe tout en écartant un déploiement terrestre. Les États-Unis renforcent leur posture stratégique au Moyen-Orient, mais ils ne franchissent pas le seuil d'engagement militaire direct sur le terrain. Et pourtant, on a beaucoup parlé de ça durant les dernières 48 heures. Washington a annoncé avoir approuvé des ventes d'armes de plus de 16 milliards de dollars aux Émirats arabes unis et au Koweït, deux alliés du Golfe qui sont directement exposés aux retombées du conflit avec l'Iran. Les gardiens de la révolution ont déclaré qu'ils avaient ciblé les raffineries de Haïfa et de Ashdod lors de leur dernière salve de missiles. Ils affirment avoir utilisé pour la première fois un système amélioré et guidé baptisé Nasrallah. Cette annonce marque une montée en gamme des capacités qui sont revendiquées par Téhéran. Le mot revendiqué est important car pour l'instant, les Israéliens n'ont pas confirmé. 4 femmes palestiniennes ont été tuées après un tir de missile iranien dans la région de Hebron. La 4e femme enceinte de 6 mois est décédée aujourd'hui au lendemain de la chute de fragments après un tir de missile iranien en Judée-Samarie, en Cisjordanie. الإصابات يا عمي في إصابات وفي شهداء وقع الطلوق في موقع صالون للنسوان. Évidemment, on se doutait que ça arriverait depuis déjà un petit moment puisque les tirs sont envoyés à l'aveugle sur le territoire israélien et que Israéliens et Palestiniens en fait sont imbriqués de village à village, les uns à côté des autres. La semaine dernière, c'est le Saint-Sépulcre qui a reçu des fragments de missiles envoyés d'Iran. L'armée israélienne affirme avoir mené plus de 8000 frappes en Iran depuis le début de la guerre, larguant plus de 12 000 bombes, dont 3600 bombes et munitions, évidemment, ça peut être des roquettes, dont 3600 sur la seule ville de Téhéran. Pendant ce temps-là, les Israéliens continuent de danser dans les abris, en tout cas sur la ville de Tel Aviv. Ailleurs, évidemment, c'est un peu moins gai, mais les jeunes de Tel Aviv continuent de faire la fête dans les abris.
Chanson très connue d'ailleurs qui dit « Et de toute façon, je n'aurais pas peur ». Selon un sondage, le parti de Gadi Eisenkot devient pour la première fois le deuxième parti d'Israël, avec, selon l'enquête d'opinion qui a été publiée aujourd'hui, 16 sièges, et donc il est devant Naftali Bennett, tandis que l'opposition se rapproche de la majorité et que la coalition de Benjamin Netanyahou recule. Benjamin Netanyahou, avec ses alliés, obtiendrait 51 sièges. Il faut plus de 60 sièges pour avoir la majorité de la Knesset, le Parlement israélien. La Cour d'appel de Paris a confirmé les condamnations de 2 frères poursuivis pour avoir abattu un arbre en mémoire d'Ilan Halevi à Épinay-sur-Seine. Mais la Cour a écarté la circonstance aggravante d'antisémitisme, comme en première instance à Bobigny. Les juges ont estimé qu'aucun élément ne permettait d'établir que les prévenus avaient connaissance de l'identité ou même de l'histoire d'Ilan Halimi et qu'ils avaient agi dans l'intention de viser sa mémoire en raison de son appartenance religieuse. Allez, on va essayer de reprendre un peu le sourire en partant pour le Majestic Passy, l'un des plus beaux cinémas de Paris, à Passy, comme son nom l'indique, où l'on retrouve Hélène Schumann. Bonsoir Hélène. Bonsoir Bernard, Hélène, bonsoir à tous les auditeurs de radio. Shalom. Le festival du film israélien se poursuit, Majestic Passy. Et nous, on aime bien vous avoir en ligne dans ce journal pour avoir un peu la programmation et puis pour soutenir le cinéma israélien, évidemment. Qu'est-ce qu'on joue ce soir ? Alors, c'est adorable. Alors d'abord, je dois vous dire qu'il y a eu un espèce de phénomène, quelque chose d'absolument incroyable autour d'un film qui s'appelle L'énigme Shoushani de Michael Greenspan. C'est la première fois qu'on est obligé de faire une séance de rattrapage qui sera le lundi à 11h au Majestic Passy. Alors la billetterie n'est pas encore ouverte, mais elle le sera incessamment sous peu. C'est un documentaire qui raconte, enfin il a mis 10 ans à le faire, le réalisateur, qui raconte le génie de Shoushani, en fait. On ne sait pas très bien qui il était. Il était très érudit, il était excentrique et il a inspiré des gens comme Elie Wiesel, Emmanuel Lévinas. Il enseignait la Bible, le Talmud, la philosophie. Et le pire, c'est qu'il a existé. Hein. C'est pas du tout... Ah mais vous, j'étais sûre que vous le connaîtriez, ouais, Bernard. C'est pas un mythe. Il a existé. Non, c'est pas un moi, mythe. J'ai rencontré des gens qui l'ont connu. Il arrivait comme ça. Il débarquait, on ne savait pas d'où, d'Argentine, d'endroits complètement incroyables. Et il avait des connaissances en Guémara qui étaient comme quelques génies du peuple juif au travers les siècles. Quoi. Exactement. Et en fait, hier à 5h, c'était la projection qu'on voulait unique en fait. Et il y avait 305 personnes et plein de gens dehors. Et il faut dire, Bernard, que le réalisateur était là. Il a pris 3 avions, 2 bus, 3 trains depuis Israël pour assister à sa projection. Et ça, vraiment, chapeau. Donc, je pense que le cadeau qu'on peut lui faire, c'est de refaire une autre projection lundi 23. Et vous savez, c'est incroyable, Bernard, où je vous attends d'ailleurs. 11h, ça va. Si j'avais pas la guerre, je vous promets, 11h, ça peut encore. Mais avec la guerre, malgré tout, c'est difficile pour moi. Je sais que vous travaillez énormément. J'ai un homme, pour vous dire que c'est vrai, c'est que cet homme existe. Vous savez que des fois, par exemple, quand ça l'énervait, qu'on savait vraiment pas et qu'on le déplaçait pour rien, il disait, bon, ok, tu me payes, la Torah, ça vaut quelque chose. Donne-moi, c'était des francs, donne-moi 10 francs. Ouais. Il était et alors, attendez, laissez-moi finir mon anecdote parce que vous allez tomber par terre avec moi. J'ai quelqu'un qui m'a dit, vous savez, le début des psukim qui commence par Vayedaber Hachem El Moshe les morts. On ne comprend pas trop. Et Dieu a parlé, il y en a plein tout le temps dans la Torah, on voit ça démarre comme ça. Et il a dit à cette personne qui me l'a raconté, donne-moi 4 explications différentes de cette façon de parler. Alors, il a dit, parle, ça veut dire donc, il lui a dit à Moshe, il lui a dit, ça veut dire, et tu vas le dire aux autres, etc. Le gars m'a raconté, hein, il m'a dit, il m'en a sorti 72 explications de 4 mots. 72. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Alors, écoutez, Bernard, est-ce qu'on a un peu le temps ? Un petit peu. Après, on a tout de suite Rachida Dati derrière. Je vais vous passer Michael Greenspan, qui est à côté de moi, le réalisateur de Shoushani. Ah, magnifique. Passez-moi là. Bonjour, Michael. Bonjour, enchanté. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Quel plaisir, on est vraiment en direct. Il est 18h15. Rachida Dati vient d'arriver dans les studios. On va avoir l'interview tout de suite après. Moi, je vous félicite parce que
Parce que vous voyez, on vit des périodes qui sont terribles depuis le 7 octobre et c'est les travaux comme le vôtre qui nous montrent la richesse de notre culture, de notre histoire. Et, vous avez rencontré des gens qui ont vraiment connu Chouchani ? Ah, ben un peu, environ 300 ou peut-être 1000 même témoins qui ont connu Chouchani. Et comme tout ne pouvait pas rentrer dans un film d'une heure et demie, il a fallu faire des choix cruels et sélectionner les plus marquants, tels que Elie Wiesel, qui apparaît dans le film. Je crois que c'était la dernière interview de sa vie, parce que je l'ai interviewé quelques mois avant sa mort à New York. Wow. Mais beaucoup d'autres, en Israël, en Italie, en France, en Uruguay. Beaucoup de témoins en Uruguay, parce que c'est là qu'il est mort, Monsieur Chouchani. Donc je pense qu'il a vraiment existé, s'il y a eu autant de témoins. Il a existé, bien sûr. Il y a même le livre de Sandrine Schwartz. Et j'ai vu, moi, Edmond Elalouf, qui m'a dit qu'il connaissait Monsieur Chouchani. Il y a eu d'abord un livre de Shlomo Malka, bien avant, Shlomo Malka, il y a 30 ans à peu près. Mais vous savez, il y a aussi beaucoup de légendes. Il a effectivement existé, mais tous les témoins ne disent pas forcément la vérité. Bah oui. Certains l'ont vu, certains l'ont vu à plusieurs endroits. Voilà. En tout cas, le film va repasser lundi, parce que devant le succès, il y avait une cohue à l'entrée du festival du cinéma à Paris. Donc, lundi, 11h, on fait une nouvelle séance. Et voilà, je serai là et je pourrai répondre aux questions. Et je viendrai vous applaudir. Voilà, avouez que c'était bien un an, Bernard, d'avoir... une super idée. Et voilà. Et en tous les cas, c'est vrai que Michael a mis tout son cœur et c'est un film incroyable. Il n'ose pas trop en dire du bien. Il a reconstitué en fait le parcours de Chouchani en animation, c'est-à-dire que vous le voyez lui autour de la terre, marcher en ombre. Enfin, c'est un film extraordinaire. Les gens sortaient. Il y a des personnes qui m'ont dit. Alors, par contre, juste un petit mot. Pardon, Hélène, parce que je vous dis, on est en direct et là, on va maintenant avoir notre invité du journal. Bien sûr. Mais juste un petit mot. Non, mais on est très heureux de vous avoir en ligne en direct du Majestic Passy. On n'aimerait qu'une chose, c'est pouvoir profiter d'un bon film israélien avec vous. Mais donc, justement, comme je ne veux pas qu'on rate, samedi soir, c'est une grosse séance parce que c'est un film d'abord drôle. Déjà, rien que ça, c'est en ce moment, faire rire avec le Proche-Orient, c'est pas facile. Oui. Alors, Saving Shul-Lisan, c'est après Shabbat et on a fait une projection aujourd'hui à 15h. Les gens sortaient, ils étaient morts de rire. J'ai vu un homme comme ça que je connaissais qui vient souvent très intello. Vous voyez, genre, lire Heidegger dans le texte. Je me suis dit, oh là là, il va pas aimer. Il pleurait de rire. Il m'a dit, j'ai pleuré de rire. Tellement c'est drôle. Et je pense que les gens ont besoin de ça aussi. Israélien. Alors, pardon ? C'est le film israélien, c'est ce qu'on appelle l'humour borécasse, non ? C'est ça, c'est l'humour borécasse. 2 millions d'entrées en Israël. Le jackpot, vraiment, le film qui a fait de plus d'entrées depuis l'histoire du cinéma israélien. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai revu des scènes, là, je suis rentrée. C'est toujours amusant de voir le public réagir. Et les gens sont morts de rire. Il y a des gags, mais c'est énorme. Mais c'est tellement énorme qu'en fait, vous pouvez que rire autour du judaïsme, quoi. Parce que c'est quand même 3 compères religieux qui viennent sauver leur neveu au Japon. Donc, ils arrivent avec toute l'armada de leur judaïsme comme ça, hyper séfarade, quoi. Il y en a un qui a une mezouza magnétique dans sa poche et à chaque fois qu'il rentre quelque part, il la colle contre la porte, etc., etc. Donc, moi, je trouve ça... vraiment extrêmement drôle, donc j'invite les gens à venir samedi soir. Samedi soir après Shabbat et tout le week-end on a des films. Dimanche on a un très beau film à 14h30, The Book of Ruth, qui est fait par une réalisatrice religieuse. Vous savez, le religieux dans le cinéma israélien, il y a quelques années, c'est vraiment terriblement à la mode. Et en fait, c'est très beau parce que les ultra-orthodoxes sont quand même visuellement, même si on n'a pas le droit de prendre des photos, mais les acteurs qui jouent ça visuellement sont très beaux, très cinématographiques, et ça raconte l'histoire d'un couple dans le milieu orthodoxe à qui il va arriver un grand malheur, je ne vais pas spoiler, mais qui va arriver quand même à se reconstituer. Allez. Voilà, et ça joue dimanche à 14h30. Alors, aucun réalisateur n'a pu venir, évidemment.
Mais en tout cas, à chaque projection, on a enregistré un petit mot. J'ai enregistré avec eux un petit mot pour qu'ils disent comment ils sont contents que leur film passe, comment ils sont navrés, comment ils passent d'une alerte à une autre. 4 voilà, alertes Bernard. cette nuit. Le correspondant de Radio Shalom, il m'a dit j'en ai eu 4 cette nuit. T'imagines, tu vas te coucher, tu te relèves, tu vas te coucher, tu te relèves, tu vas te coucher. 4 alertes. Hélène... Moi, j'ai un producteur qui m'a dit que chaque fois qu'il prenait une douche, il y avait une alerte. Ouais, bah. Donc, voilà. Hélène, alors les gens ou bien se rendent directement sur le site au Majestic Passy ou bien réservent leur place. Passy, ils peuvent réserver. Sur Google, Festival du film israélien. www.dulaccinema.com. Magnifique, on sera toujours là pour soutenir ce très beau cinéma qui, même sur la scène internationale, le cinéma israélien remporte des prix à Berlin, aux Oscars. C'est un très beau cinéma. C'est un peu plus difficile maintenant, mais voilà, là, à cause du c'est plus boycott. compliqué. Hélène, toda rabba. Merci beaucoup. Merci. Toda rabba.